l'orientation d'un espace vectoriel grand E de dimension n supérieure ou égale à 1, soit B l'ensemble des bases de E, on définit sur B la relation B1 est en relation avec B2 si et seulement si le déterminant de B2 dans la base B1 est positif. C'est une relation d'équivalence et l'espace quotient B sur R a exactement deux classes, la classe de B0 et la classe de B1. On choisit une des deux classes, par exemple la classe de B0, pour orienter l'espace. On dira que B0 est une base directe, de même que toute base B appartenant à la classe de B0. On dira que B0 oriente donc l'espace. Ou bien qu'un représentant de cette classe-là oriente l'espace. Les bases B de B0 orientent positivement l'espace. Donc toutes les bases directes orientent l'espace. Les bases B appartenant à la classe de B1 sont indirectes et définissent une autre orientation, dite négative par rapport à l'autre. Il y a deux orientations possibles. B est une base directe, ça équivaut donc à dire que déterminant que B est en relation avec B0, donc le déterminant de B dans B0 est positif et B est une base indirecte, si et seulement si déterminant de B dans B0 est négatif. Donc il nous faut démontrer que c'est une relation, ça c'est évident, et il faut démontrer que c'est une relation d'équivalence et qu'il y a deux classes. Voilà. Pour relation d'équivalence, on prend trois bases. Bon, on a ça, donc réflexivité. Pour la symétrie, on a ça. Mais on a cette relation, déterminant de B2 dans B2 qui vaut 1 est égal à déterminant de B2 dans B1 fois déterminant de B1 dans B2. Et donc ça nous donne que ces deux-là ont forcément le même signe. Donc déterminant de B1 dans B2 égale 1 sur déterminant de B2 dans B1 et donc est positif. Et donc B2 est en relation avec B1. D'accord ? Transitivité, ça c'était la symétrie. Transitivité, on a ça. Déterminant de B3 dans B1 va être égal à déterminant de B3 dans B2 fois déterminant de B2 dans B1. Les deux sont positifs, donc c'est positif. Donc B1 est en relation avec B3. Donc c'est bon, on a une relation d'équivalence. Pourquoi a-t-elle deux classes ? Soit B0, une base. Et puis je considère l'autre où je change qu'un vecteur en son opposé. D'accord ? Bon, si c'est une droite, ma base, ça va être E1, et ici, B1, ça va être moins E1. Peu importe. C'est aussi une base de E. Mais le déterminant va être égal à moins 1, le déterminant de B1 dans B0. Donc, B0 et B1 ne sont pas en relation. Et donc, il y a au moins deux classes, celle de B0, celle de B1. Si B est une base quelconque de E et que B n'appartient pas à la classe de B0, ça veut dire que le déterminant de B dans B0 est négatif. Mais alors, le déterminant de B dans B1 va être égal au déterminant de B dans B0 fois le déterminant de B0 dans B1. Et ça va être positif parce que le déterminant de B0 dans B1 est négatif vu que B0 n'est pas en relation avec B1. Et puis le déterminant de B dans B0 est négatif. D'accord ? Et donc, quand on multiplie, ça fait positif. Donc B appartient à la classe de B1. On a donc bien ces deux classes. Voilà. D'où le résultat. La notation, on prend cette fois-ci un endomorphisme. B est une base de E. MF, la matrice de F dans B. On sait que le déterminant de F, c'est égal au déterminant de MF dans B, égale déterminant de F de B dans B, ne dépend pas de la base B. Si F appartient à GL de E, alors déterminant de F est différent de 0. Donc, s'il est supérieur à 0, respectivement négatif, on dit que F est un automorphisme positif, respectivement négatif. Si B est une base quelconque de E et que F est positif, alors B est en relation à F de B, avec F de B. Déterminant de F de B par rapport à B est positif, c'est ce que j'ai dit avant. Donc B et F de B ont la même orientation. B direct implique F de B aussi. B indirect implique F de B aussi. Voilà. Même notation. B, B' de base de E. Alors on sait qu'il existe un unique F appartenant à L de E, tel que B' égale F de B. On peut même dire ici qu'il appartient à GL de E. D'accord ? Et voilà. Tel que B' égale F de B. Alors,
B et B' ont la même orientation si et seulement si f est positif. Puisque le déterminant de B' dans B, c'est le déterminant de f de B dans B. D'accord? Donc, c'est le déterminant de f. Ça va être B et B' auront la même orientation si et seulement si déterminant de f positif, c'est-à-dire f est positif. L'orientation d'une droite maintenant, la droite c'est engendrée par U0, les bases de D sont les B lambda, c'est-à-dire les familles lambda U0, lambda appartenant à R étoile, et on voit que le déterminant de cette base-là dans celle-là, c'est lambda. D'accord? Donc, celle-là va être en relation avec celle-là si et seulement si lambda est positif. Il y a donc deux orientations possibles de D, qui sont la classe de U0 et la classe de moins U0. Si U est un lambda U0, lambda différent de 0, si lambda est positif, U va appartenir à la classe de U0. Si lambda est négatif, U s'écrit moins lambda multiplié par moins U0, moins lambda est positif, et moins U0, c'est l'autre base, et donc ça veut dire que U appartient à la classe de moins U0. Orientation d'un espace euclidien maintenant de dimension n supérieure ou égale à 1. On sait qu'il admet des bases orthonormées, soit B0 l'une d'elles, et à ce moment-là, B1, qui est obtenu en changeant de signe un des vecteurs, est orthonormé, mais elles n'ont pas la même orientation. On a déjà vu ça. On choisit une des deux, par exemple B0 pour orienter E. Les bases qui appartiennent à la classe de B0 sont les bases orthonormées directes, c'est comme ça qu'on dit, et les autres sont les bases orthonormées indirectes, celles qui appartiennent à B1. Si B est orthonormée directe et si F est une isométrie, on sait que B' égale F de B est une base orthonormée. Eh bien, B' sera direct si et seulement si déterminant de F est positif, ce qui équivaut à dire que F est une isométrie positive. Et B' est indirect si et seulement si déterminant de F négatif, équivaut à dire que F est une isométrie négative. Si B et B' sont deux bases orthonormées de E, il existe une unique isométrie qui transforme B en B', alors B et B' ont le même sens si et seulement si F est positive, et B et B' sont de sens opposé, si et seulement si F est une isométrie négative. Bon, tout ça c'est évident, ça a été démontré, il n'y a rien à dire. Si E est un espace euclidien Rn, avec le produit scalaire classique, on choisit toujours d'orienter Rn par sa base canonique. Enfin, le cas d'une droite euclidienne, engendrée par un vecteur U0, on peut toujours décider que U0 est unitaire. À ce moment-là, on considère le produit scalaire entre deux vecteurs de U, donc forcément de la forme lambda U0 ou mu U0, et bien ça va être lambda mu. Et donc, norme de lambda U0 va être égale à la valeur absolue de lambda. D'où on retrouve que dans le cas lambda égale 1, norme de U0 est égale à 1. Les seuls vecteurs unitaires sont U0 et moins U0, parce que pour avoir lambda, il faut avoir lambda égale 1, donc c'est lambda égale plus 1, enfin, valeur absolue de lambda égale 1, donc il faut avoir lambda égale 1 ou lambda égale moins 1. Lambda égale 1, ça donne U0, lambda égale moins 1, ça donne moins U0. Et ils définissent, ça on le sait déjà, deux orientations différentes. U0 et moins U0 sont les seules bases orthonormées. U0 est direct. Dire que U0 est direct, ça équivaut à dire que moins U0 est indirect. Orientation des sous-espaces. E est un R-espace vectoriel de dimension n supérieure ou égale à 2, et on a deux sous-espaces F et G qui sont supplémentaires. On suppose que E est orienté par une base BE, et que F est orienté par une base BF. Si BG est une base de G, alors on sait que B égale BF union BG est une base de E. Si cette base est directe, il n'y a pas de souci. Si cette base est indirecte, on va changer un des vecteurs de BG en son opposé, de façon à ce que B égale BF union BG devienne une base directe. Et à ce moment-là, on décide d'orienter l'espace G, la base, avec donc la base BG. Donc ça se fait à partir des orientations qu'on avait décidées avant sur E et sur F. On peut dire d'une certaine façon qu'on a orienté G à l'aide de F. On a choisi une orientation compatible avec celle de F. Si E est euclidien,
on l'oriente par une base B orthonormée directe et on oriente F aussi par une base orthonormée directe. On choisit alors une base BG orthonormée de E de façon à ce que l'union des deux soit une base orthonormée directe de E. La base BG va orienter G. Si dimension de E est supérieure ou égale à 2, orientée par la base B, on se place là dans le cas où l'un des espaces est un hyperplan. Et on choisit donc un vecteur U qui n'appartient pas à H, donc qui est non nul. D, la droite engendrée par U. Donc si U oriente la droite D, on choisit une base BH de H, telle que B union U, on fait la même chose, est une base directe de E, et on dit alors que H est orienté par cette base. Mais on dit souvent que H, l'hyperplan, est orienté par le vecteur. Si E est euclidien, B est une base orthonormée directe de E, on prend U unitaire, donc il y a deux choix possibles, deux vecteurs opposés possibles, appartenant à l'orthogonale de H. U est une base orthonormée de D, on choisit une base orthonormée BH de H, telle que BH union U, soit une base orientée directe, une base orthonormée directe, orthonormée de H est orienté par BH, on dit aussi qu'il est orienté par le vecteur. Si E est un plan vectoriel euclidien, bon, on fait exactement ce qu'on a fait dans le 2, donc orienté par une base orthonormée directe B, soit D une droite de E, on choisit un vecteur unitaire U sur D pour orienter la droite D, un vecteur unitaire oui, parce que E est un plan vectoriel. Donc on a cette droite dans le plan. D'accord ? On choisit un vecteur unitaire sur la droite, sur l'orthogonale de la droite D. Donc ça c'est une droite aussi, on est en dimension 2, je vous rappelle. Et UV est donc une base orthonormée de E. Mais si elle est indirecte, cette base, on change le vecteur V en moins V, de façon à ce que UV soit une base orthonormée directe de E. La droite delta, on va dire qu'elle est orientée par le vecteur V. D'accord ? En fait, une fois qu'on a décidé l'orientation de D, eh bien, on choisit ce vecteur V de façon à ce que l'orientation de la droite delta soit compatible avec celle de D. Si E est euclidien orienté de dimension 3, là on a affaire à un plan P de E. Comment on va réorienter ? On choisit un vecteur unitaire U qui oriente la droite orthogonale de P. D'accord ? Puis on choisit une base orthonormée de P, telle que cette réunion-là soit une base orthonormée directe de E. Le plan P est orienté par BP, mais on dit aussi qu'il est orienté par U, vecteur de l'orthogonale de ce plan. Élément invariant d'une rotation. On est dans le plan vectoriel euclidien orienté par une base B0 fois les isométries positives du plan sont appelées des rotations. Alors, ce ne sera pas le cas pour un espace vectoriel de dimension supérieure, mais dans le plan, c'est comme ça. Si F appartient à L de E, dire que F est une rotation, ça équivaut donc à dire que la matrice de F dans B0 est du type AB moins BA où A2 plus B2 est égal à A. On a déjà démontré ça. Alors, A est égal à U scalaire F de U sur norme de U au carré, et B est égal à déterminant dans B des vecteurs U F de U divisé par norme de U au carré, quel que soit U différent de 0 et quelle que soit la base orthonormée B. Donc on prend une base orthonormée B. Le vecteur U est différent de 0. F de U, alors je donne des coordonnées x, y. F de U, c'est donc AX moins BY, BX plus AY. U scalaire F de U, c'est, eh bien, on fait le scalaire, donc ça fait AX2 moins BXY plus BXY, ça s'enlève, plus AY2, donc ça fait ça, donc ça fait ça, donc on a ça. On voit que ça ne fait pas référence à la base. D'accord ? Donc ça c'est vrai dans toute base orthonormée. Déterminant des vecteurs U, F de U dans B, c'est ça. Donc ça fait BX2 plus AXY moins AXY, ça s'enlève, plus BY2. Donc ça fait ça, et donc j'ai ça. Mais là, par contre, il y a une référence à la base B. Alors,
A est donc indépendant de la base orthonormée choisie, c'est un élément invariant de la rotation F. Si B' est une base orthonormée, j'ai ça, d'accord, quand je passe de B à B'. Et ça va être égal à quoi? On a deux bases orthonormées. Hein, c'est un endomorphisme, c'est une isométrie qui permet de passer de B à B'. Son déterminant est égal à 1 ou à moins 1. Si B, B' ont le même sens, alors le déterminant est égal à 1. Le déterminant de U, F de U dans B' est égal à déterminant de U, F de U dans B. B ne change pas. Si B et B' ont des sens opposés, alors déterminant de B' dans B est égal à moins 1. Et donc, on a les déterminants qui sont opposés, donc B devient moins B. Voilà, seul A est un élément fixe, indépendant de la base. L'autre dépend de la base et est changé en son opposé quand on prend deux bases qui n'ont pas le même sens. Si U, V sont deux vecteurs non nuls de même norme du plan vectoriel orienté E, alors il existe une unique rotation R qui transforme U en VU. Comme dans la démonstration, je l'ai appelé F. Hein, voilà. Démonstration F de U sur norme de U va être égal à F de U sur, si F existe, hein, va être égal à ça. Et comme norme de U est égale à norme de V, ça fait ça. Donc en fait, on peut supposer que U et V sont unitaires. Ça c'est unitaire, ça c'est unitaire. Parce qu'inversement, si j'ai ça, en multipliant par norme de U qui est égale à norme de V, je vais avoir F de U qui est égal à V. Donc je prends comme base E1 égale U, je m'appuie sur U, et je complète pour avoir une base orthonormée directe du plan, et j'ai le vecteur V qui a... Alors le vecteur U, lui, c'est 1, 0, puis le vecteur V, c'est AB, avec A2 plus B2 égale 1, puisqu'il est, normé, unitaire. Donc la matrice, ça va être AB, puis quelque chose ici qui est forcément moins BA. Donc il n'y a pas le choix de la matrice, il n'y en a qu'une, et elle transforme bien U en V, d'où le résultat. De même, dans le plan vectoriel euclidien orienté, si UV sont deux vecteurs non nuls de même norme, il existe une unique réflexion sigma D qui envoie U en V. Il y a donc deux isométries qui envoient U en V, une rotation et une réflexion. La démonstration est identique. Si sigma D existe, elle envoie U sur norme de U en V sur norme de V. On peut choisir norme de U égale norme de V. On peut même supposer qu'elles sont égales à 1. Et on prend I égale U, J tel que la base IJ soit orthonormée directe, et dans cette base on a ça, et puis ça, et donc la matrice va être de ce type-là, avec deux coefficients ici qui ne peuvent être que B et moins A. Donc il y a bien unicité et existence à la fois. Voilà. Remarque pour une réflexion AB, A et B ne sont pas des éléments invariants dans une base orthonormée même directe, parce que si on prend ça dans une base orthonormée, mettons directe, c'est la matrice d'une réflexion, mais en fait on sait qu'on peut trouver une base orthonormée directe B dans laquelle la matrice sera comme ça. Donc il n'y a rien de commun avec ça. Rotation d'angle θ dans le plan vectoriel euclidien orienté, soit F une rotation, donc sa matrice va être de ce type-là, avec ça, et on remarque que A carré plus B carré est égal à 1, ça équivaut à dire que le module de A plus IB est égal à 1, et donc que A plus IB est égal à exponentialité θ, θ appartenant à R, et donc A plus IB est égal à cosinus θ plus I sinus θ. Et donc la matrice va être comme ça. Donc, θ est unique à 2 cas plus près, donc souvent on prend θ dans cet intervalle ou dans celui-là. On dit que θ est l'angle de la rotation F, et que F est la rotation d'angle θ dans la base B0. Souvent on va la noter comme ça. Alors, θ est égal à 2 pi, ça équivaut à avoir ici 1, 0, 0, 1, donc c'est F égale identité. Θ égale pi, ça équivaut à avoir moins 1, 0, 0, moins 1, c'est-à-dire avoir F égale moins identité, qui sont toutes les deux effectivement des rotations. Si B1 est une base orthonormée directe, on sait que A et B ne changent pas, donc cosinus θ, sinus θ non plus, donc F a le même angle θ. Donc F égale la rotation, notre AF égale rotation dans θ. Si B2 est une base orthonormée indirecte, alors on sait que A ne change pas, mais B est transformé en moins B. Ce qui est bien qu'on va avoir cosinus θ, moins sinus θ, sinus θ, cosinus θ. Et ça, c'est pareil que ça. D'accord? Et donc F est la rotation d'angle moins θ. Donc en fait, ça devient une rotation de l'angle moins θ. L'angle est le même dans toutes les bases de même sens, et est changé en son opposé dans deux bases de sens différents. On a toujours identité qui est rotation
d'angle 0 partout, et moins l'identité qui est rotation d'angle pi partout, parce que moins pi c'est pareil que pi modulo 2 k. Voilà. La trace de f, elle est invariante, on sait que c'est 2a, donc 2 cosinus θ. Dans la base B0 qu'on avait tout à l'heure, si je prends U de coordonnées xy, f de U est comme ça, donc U scalaire f de U, je vous laisse vérifier, c'est x2 plus y2 cosinus θ, et donc c'est norme de U au carré cosinus θ. Si bien que si U est différent de 0, cosinus θ égale U scalaire f de U divisé par norme de U au carré. Voilà. Et puis le déterminant de U, f de U dans la base B, pour se faire plaisir, va être égal à x2 plus y2 sinus, oui alors je vais appeler B0 mais c'est pas grave, hein, va être égal à x2 plus y2 sinus θ, hein, il suffit de regarder ce déterminant, vous verrez. Et donc si U est différent de 0, sinus θ est égal à déterminant dans B0 de U, f de U, sur norme de U carré. Alors lui, il dépend de la base B0. Il dépend de la base. Donc il est changé en son opposé quand on change de base, parce que le déterminant va être changé en moins le déterminant. Voilà. Donc on retrouve que sinus θ est changé en moins sinus θ. Remarque, les seuls angles possibles, bon ça on peut l'encadrer quand même, un beau résultat, malgré tout. Les seuls angles possibles de rotation d'angle θ sont les θ plus 2 kπ, puisque θ est défini à 2 kπ près. Au plus de E, c'est l'ensemble des rotations θ appartenant à R. Bon, mais c'est égal à l'ensemble des rotations θ appartenant à 0π, ou alors l'ensemble des rotations θ appartenant à cet intervalle moins π jusqu'à π. Tout cela relativement à une base orthonormée directe B. On est dans un plan vectoriel euclidien orienté, θt' appartenant à R, la rotation d'angle θ, alors on est relativement à une base, hein. Rotation d'angle 0 c'est l'identité, l'inverse de la rotation d'angle θ c'est la rotation d'angle moins θ, et quand on compose des rotations d'angle θ et θ', on peut le faire de façon commutative, et ça nous fait la rotation d'angle θ plus θ'. Démonstration, pour θ égale 0 on a ça, c'est évident, donc c'est l'identité. Ici, si j'appelle A la matrice de la rotation θ, d'angle θ, et bien son inverse qui s'obtient en faisant 1 sur le déterminant puis ensuite ça, et bien comme le déterminant fait 1, on obtient ça et donc on obtient ça. Et puis si on compose ici, et bien on fait le produit des matrices et grâce aux formules de Trigo, on trouve le résultat. D'accord? Et donc ça fait exactement ça aussi. Conséquence, si E est un plan vectoriel euclidien orienté, au plus de E, muni de la composition, est un groupe, ça on savait déjà, mais il est commutatif. Là, on le voit. O2 plus de R, évidemment, aussi, grâce à l'isomorphisme qu'il y a entre les deux. Isométrie dans un espace vectoriel euclidien orienté E de dimension n supérieure à 2. Si F est une isométrie, que grand F est un sous-espace stable par F. Alors grand G égale l'orthogonale de F est stable par F. Petit f de grand F, l'image de grand F c'est F, l'image de grand G c'est G, et les restrictions F1, F2 de F à grand F, grand G sont des isométries. Alors E est égal à somme directe de F et G, et si X est égal à X1 plus X2, X1 appartient à F, X2 appartient à G, alors F de X est égal à F1 de X1 plus F2 de X2. On va noter ça comme ça. Hein. C'est-à-dire, AX égale X1 plus 2 suivant ça, on fait correspondre F de X égale F1 de X1 plus F2 de X2, suivant E1, E2, puisque ça va appartenir à E1 et ça à E2. Si B1, B2 sont deux bases orthonormées de FG, alors B égale B1 union B2 est une base orthonormée de E, et la matrice de F dans la base B, c'est ça. Alors ça, c'est évident, hein. Ici, il y a des zéros. Alors, petit 1, F de grand F est inclus dans grand F, on le sait puisqu'il y a stabilité, et automorphisme implique que les dimensions sont égales, donc F de grand F est égal à grand F.
Si x appartient à l'orthogonale de f et que je prends y appartenant à f, comme f est l'image de lui-même, il existe z appartenant à grand F, tel que y égale f de z. Donc f de x point scalaire à y doit être égal à f de x scalaire à f de z, qui est égal à x scalaire z, qui vaut 0 parce que x appartient à f orthogonal alors que z appartient à f. Donc ça implique qu'on a ça quel que soit y appartenant à f, donc f de x appartient à f orthogonal, quel que soit x appartenant quel que soit x appartenant à f orthogonal, f de x appartient à f orthogonal, qui est donc stable par f. Donc, comme pour l'autre, on va avoir ça. D'accord? Voilà. Les restrictions sont des isométries. C'est évident parce que si je prends par exemple x dans f, je ne l'ai pas fait tellement c'était évident, mais norme de f de x est égale à norme de x. Donc, norme de f1 de x, qui est égale à norme de f de x, va être égale à norme de x. Et pareil dans f orthogonal. Et puis pour l'autre, eh bien, f de x, et donc je prends x égale x1 plus x2, suivant f somme directe g. Eh bien, je vais avoir f de x égale f de x1 plus x2. Linéarité, ça fait f de x1 plus f de x2. Mais f de x1, c'est f1 de x1, et ça appartient à f1, parce que f de x1 appartient à f1. Et pareil pour f2 de x2. Donc, ça y est, c'est terminé. Hein. X égale x1 plus x2 suivant ça, me donne f de x égale f1 de x1 plus f de x2 qui est suivant ça. Et donc, je vais dire que f, c'est la somme directe des f1 de f1 et de f2. Le petit 3 avec les bases, c'est évident. Remarque, dans un espace vectoriel euclidien de dimension 3, le polynôme caractéristique de f est de degré 3, donc il admet au moins une racine. Donc f a au moins une valeur propre réelle, lambda, et on sait qu'à ce moment-là, lambda, comme c'est une isométrie, petit f, eh bien, on sait que lambda, c'est 1 ou moins 1. Donc on va étudier la restriction de f à grand F égale ker de f moins lambda identité, avec ce lambda qui est la valeur propre, là, moins 1 ou 1. Et ensuite, on va étudier la restriction à G égale F orthogonale. Conclusion, dans le plan vectoriel euclidien orienté, les isométries négatives sont les réflexions sigma d, les isométries positives sont les rotations Rθ d'angle θ de matrice comme ça, dans toute base orthonormée directe B. L'angle θ relativement à la base B est déterminé par trace de f égale 1 plus 2 cosinus θ, et sinus d'θ, c'est dans tout ça, du signe de déterminant dans B de u f de u, où u est un vecteur non nul. Théorème, dans le plan vectoriel euclidien orienté E, soit R une rotation d'angle θ, alors quel que soit D, droite D, il existe une unique droite D', telle que R égale sigma D' rond sigma D. Et deuxième chose, il existe exactement deux rotations petit r en vérifiant R rond. R est égal à grand R. Il s'agit de R θ sur 2 et de R de θ sur 2 plus pi qui est égal à moins R de θ sur 2. Démonstration, R est égal à ça, ça implique que sigma, en composant par sigma t à droite, ça implique ça. Comme R rond sigma d est une isométrie négative, c'est une réflexion sigma d'. Et donc on a l'unicité tout de suite de la réflexion et forcément donc de la droite puisque d' est égal à ker de R rond sigma t moins identité. Petit 2, supposons petit r égale R, une rotation d'angle alpha. Dire ça, ça équivaut à dire ça, ça équivaut à dire ça, ça équivaut à dire ça. Il y a deux cas. Si k est pair, eh bien ça fait θ sur 2 plus 2 kpi, donc ça fait la rotation R d'angle θ sur 2. Et si k est impair, ça fait pi plus 2 kpi. Hein. Voilà, 2 k' pi, hein, k' appartenant à z. Et donc ça fait la rotation d'angle θ sur 2 plus pi, qui est égal à l'opposé de la rotation d'angle θ sur 2, voire la remarque par la suite. Réciproquement, si je reprends donc ces deux résultats, celle-là d'abord, ça me fait bien ça, et puis l'autre en composant ça fait ça, et ça fait ça, donc ça marche. Elles sont différentes l'une de l'autre, hein, ces deux rotations, parce que celle-là est égale à ça, c'est forcément différent à ça, de ça, parce que sinon ça voudrait dire 2R égale 0, c'est-à-dire R égale 0, ce qui n'est pas le cas.
Donc il y a bien deux solutions au problème. Remarque, R de θ qu'on a utilisé, R de θ plus pi égale moins R θ, car R de θ plus pi c'est R de pi rond R de θ, et ça, R de pi, ça fait moins identité parce que sa matrice c'est cosinus pi qui vaut moins 1, sinus pi 0, moins sinus pi 0, cosinus pi moins 1, donc ça fait bien moins l'identité. Donc ça fait moins l'identité rond R θ, ça fait moins R θ. Réduction des isométries en dimension n supérieure ou égale à 1. E est un espace vectoriel euclidien orienté de dimension n supérieure ou égale à 1. F une isométrie de E. Alors il existe une base orthonormée directe B dans laquelle la matrice de F est comme ça, où les epsilon k sont des plus ou moins 1 et RK des matrices, eh bien, ma foi, de rotation. D'accord ? Et donc on a P plus 2Q qui est égal à N, et il se peut qu'il n'y ait pas d'epsilon k, mais que des rotations, et il se peut qu'il n'y ait pas de rotation, mais que des epsilon k. Démonstration, c'est vrai si N égale 1, puisqu'on a vu que l'isométrie était identité ou moins identité. C'est vrai si N est égal à 2, parce que la matrice va être celle d'une rotation, ou bien je peux me débrouiller pour avoir une matrice comme ça, si c'est une réflexion. Montrons par récurrence que c'est vrai quel que soit n supérieur ou égal à 1, et supposons donc que c'est vrai pour tout cas compris entre 1 et n, où n est supérieur ou égal à 2. Premier cas, f a au moins une valeur propre lambda, donc elle appartient à ça, associée à un vecteur propre E1. F va être stable évidemment, et donc G égale orthogonale de f aussi, soit BG une base de G, une base orthonormée directe, enfin, telle que, disons, celle-là, soit une base orthonormée directe de E. Donc ça sera, E1 sera une base directe de F, et puis l'autre sera une base directe de G. Donc BG va avoir la matrice de la rotation FG de F à G, d'accord ? Puisqu'on sait que le sous-espace G va être stable. D'accord ? Et donc, cette matrice est de la forme annoncée par l'hypothèse de récurrence. Et quant à celle de la réduction, de la restriction FF de F à grand F, bah, c'est epsilon, d'accord ? Puisque epsilon égale plus ou moins 1, puisque lambda appartient à plus ou moins. Donc, celle de F va être comme ça, et donc c'est bien de la forme annoncée, parce que matrice de FG, bah, j'ai supposé comme ça, je rajoute un epsilon, quoi. Deuxième cas, f n'a pas de valeur propre. Alors je considère u égale f plus le transposé de f qui est symétrique, tu égale u, et donc a des valeurs propres réelles, soit lambda une de ces valeurs propres associée à un vecteur propre w, f de w va être égal à lambda w, donc f rond f de w est égal à lambda f de w. Donc f rond f de w plus f rond tf de w va être égal à lambda f de w. C'est-à-dire j'utilise ça là, j'écris que u de w est égal à lambda w. Mais comme ça fait l'identité, j'obtiens ça. Supposons que w et fw soient collinéaires. Comme w est non nul, fw sera égal à mu w, où mu appartient à r. Ce qui est faux car f n'a pas de valeur propre. Donc il est libre. Donc il engendre un sous-espace f qui est un plan. F de W appartient à F, et F rond F de W est égal à ça. Les deux sont dans F. Donc, grand F est stable. Donc, G égale F orthogonale aussi. La restriction F1 de petit f à grand F est une isométrie. Donc, une rotation, une réflexion. Donc, il existe une base orthonormée directe B1 de F dans laquelle la matrice de F1 est ça ou ça. La restriction F2 de F à grand G est une isométrie. Et sa dimension à G est égal à n-2, donc d'après l'hypothèse de récurrence, on a une base orthonormée directe de G, telle que la matrice de F2 est du type annoncé. Donc dans la base orthonormée directe ça, la matrice de F va être ça, d'accord ? Du type annoncé, directement du type annoncé si M1 est égal à ça, et si M1 est égal à ça, bah, on peut se débrouiller pour mettre tous les epsilon en haut. Et à ce moment-là, MF est du type annoncé, mais dans la base qui est orthonormée directe. Dans cette base-là, je commence à E3, d'accord ? Et puis je finis par E2, E1 pour mettre justement cette matrice-là
à la fin, c'est-à-dire à la suite des autres. Voilà. Donc la récurrence est finie, hein, et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et puis ensuite, ben, c'est le théorème de récurrence, hein, qui me dit que la propriété est toujours vraie. Nous voyons maintenant les isométries en dimension 3. E est un espace vectoriel euclidien orienté avec une base orthonormée B0. Alors on sait que l'identité est une isométrie positive, hein, le déterminant est égal à 1 évidemment. Et alors c'est une rotation mais très particulière, pas comme celle qu'on va voir après. Et moi l'identité, c'est une isométrie négative, parce que son déterminant est égal à moins 1. Alors maintenant, on considère une isométrie qui n'est pas l'identité, qui n'est pas moins l'identité. On sait qu'il existe une base orthonormée directe, 1, E2, E3, où la matrice est de ce type-là. Alors, avec Rθ qui est comme ça, et les epsilon qui sont plus ou moins 1. Dans le premier cas, comme f est différent de l'identité, différent de moins l'identité, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il ne peut pas y avoir 3 moins, il ne peut pas y avoir 3 1. Donc il va y avoir 1 1 et 2 moins, et 2 moins 1, ou bien 2 1 et 1 moins. Donc c'est soit ça, dans une base, alors pas forcément dans cet ordre-là, alors pour qu'elle soit dans cet ordre-là, on change l'ordre des EK, éventuellement on change le signe d'un des EK, pour avoir affaire à une base orthonormée B. Donc on se ramène à ça dans une base orthonormée directe, IJK, quitte à changer donc. Voilà. Si MF est égal à A, c'est-à-dire ce cas-là, F est une réflexion sigma P par rapport au plan IJ, et F est une isométrie, et on voit qu'elle est symétrique, donc la matrice de F sera symétrique dans toutes les bases orthonormées de F. Si MF est égal à B, c'est-à-dire ici, alors là aussi, hein, elle est symétrique, donc elle sera symétrique aussi dans toutes les bases orthonormées. Ça, c'est une symétrie orthogonale par rapport à la droite engendrée par I. Déterminant de F est égal à 1. Oui, là, ce que j'ai pas dit, c'est que les réflexions, évidemment, sont des isométries négatives. Là, déterminant de F est égal à 1, donc F est une isométrie positive. Alors, on dit que c'est un retournement d'axe D, hein, parce que c'est en fait une symétrie orthogonale par rapport à D. Voilà. On verra juste après que les retournements sont des cas particuliers de rotation. En fait, c'est une rotation d'axe D et d'angle pi, parce que ces deux moins 1 là, c'est des cosinus de pi, alors que ces deux zéros sont des sinus de pi. Voilà. C'est tout. Dans le deuxième cas, alors dans le deuxième cas, c'est celui-là. Non, pas du tout. Dans le deuxième cas, c'est ça. Alors, dans le deuxième cas, soit il y a un 1 ici, soit il y a un moins 1. Donc, soit de ce type-là, soit de ce type-là. Si MF est la matrice A comme ça, ben on voit bien que F est réduit à l'identité sur la droite engendrée par I, et que c'est une rotation dans le θ sur le plan P engendré par JK, d'accord, et qui est orthogonal à la droite D. Son déterminant est évidemment égal à 1, et donc c'est une isométrie positive, et on dira que c'est la rotation d'axe D et d'angle θ dans cette base orthonormée directe. Notation comme ça. D est égal au noyau de F moins l'identité si θ est différent de 2κ, parce que si θ égale 2κ, ça donne l'identité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que la restriction à P, c'est la rotation θ, donc si je prends U appartenant à P, U différent de 0, ben j'aurai la formule que j'avais dans le plan. C'est-à-dire cosinus θ égale U scalaire f de U sur lambda U au carré. Voilà. MF n'est pas symétrique, sauf si il y a des zéros ici, c'est-à-dire si θ égale κ, et ce qui donne, je vous laisse vérifier, l'identité et le retournement d'axe D. Si je prends U dirigé comme I, c'est-à-dire avec lambda positif, U égale lambda I, un V qui n'appartient pas à D, et que je calcule ce déterminant, je trouve qu'il est égal à lambda facteur de Y2 plus Z2 sinus θ. Le lambda est positif, et ça c'est positif aussi, parce que si c'était nul, il faudrait que Y égale Z égale 0, et à ce moment-là, ben, U appartiendrait à D. D'accord? Donc en fait, c'est un réel qui est du signe de θ.
Voilà. Donc sinus θ est du signe de déterminant dans B des vecteurs UV, F de V, enfin, qui ne sont pas pris quand même n'importe comment. L'angle reste donc θ dans toute base orthonormée directe, mais là, on voit bien que ça change quand on passe à une autre base qui n'est pas de même sens que B. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe en fait que θ est changé en moins θ. Voilà. Hein, on voit bien parce que sinus θ il change de signe. Mais le cosinus θ, lui, il reste toujours le même en fait. Le cosinus θ, c'est un invariant parce que trace de f est égale à 1 plus 2 cosinus θ. J'avais oublié de le dire ça. Voilà. Si mf est égal à b, alors b c'est celui-là, alors f égale moins, f vaut moins l'identité sur d, c'est presque pareil, hein. Puis une rotation sur P, alors P c'est engendré par JK, c'est D orthogonal, D c'est engendré par I. La trace de F cette fois-ci c'est moins 1 plus 2 cosinus θ, donc on voit bien que cosinus θ il est indépendant de la base, déterminant de F est égal à moins 1, donc bah oui, donc c'est une isométrie négative et D est égal à quart de F plus identité, sauf si il y a des zéros, donc c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire si θ est égal à pi plus 2 kpi, auquel cas ça ferait moins l'identité. La restriction à P de R de F, c'est R de θ, donc on a encore cette formule-là, d'accord? Voilà. Et puis, si on prend... alors, MF n'est pas symétrique, hein, sauf quand il y a des zéros ici, c'est-à-dire sauf si sinus θ... si θ égale kpi, sinus θ est égal à 0, ce qui donne moins l'identité et la réflexion P, qui sont toutes les deux toujours des isométries négatives, il n'y a pas de souci. Et puis si je refais la même chose que tout à l'heure, U égale lambda I avec lambda positif, V n'appartenant pas à D, et que je calcule le déterminant dans B de UV F de V, je trouve toujours la même chose. Et donc c'est du signe de θ, parce que ça c'est différent de 0. Et donc j'ai encore, voilà, j'ai encore ce résultat. Et évidemment, si je change l'orientation, ici le déterminant est changé en son opposé, et donc le θ va être changé en moins θ, modulo de pi, bien sûr. Voilà. Donc on a tout dit, j'ai dit que oui, c'était pas symétrique sauf si. Si je calcule f au carré, ça fait moins l'identité au carré, plus r, la rotation au carré, ben, ça fait r de 2pi. Et donc, je vais trouver identité plus rotation d'angle de θ. Et ça, c'est différent de l'identité si ce truc-là, si 2θ n'est pas égal à 2 kpi, c'est-à-dire si θ est différent de kpi. Et donc, si f... alors, f n'est pas une réflexion. Alors, f n'est pas une réflexion si θ est différent de 2k plus 1pi. Parce que quand θ est égal à 2k plus 1 pi, je laisse vérifier, mais on trouve que f est une réflexion, ce qu'on avait peut-être déjà vu avant d'ailleurs, ici, je crois qu'on l'avait vu. Bon, c'est pas grave. MF, pour conclure, on calcule ça, on trouve MF, et le produit est commutatif. Donc ça veut dire que F c'est la composée d'une réflexion, composée commutative, hein, d'une réflexion et de la réflexion par rapport au plan P et de la rotation d'axe delta et donc θ. Voilà. Et conclusion de cette étude des isométries en dimension 3, il y a les isométries positives, l'identité et les rotations qui ont un axe, donc qui est une droite, et qui ont un angle. Alors, on les appelle des rotations. Hein. Alors, elles valent identité sur l'axe et rotation plane d'angle θ sur le plan P, qui est en fait l'orthogonale de la droite D, orientée par D. On les note comme ça. θ est donné par sa trace et par le signe du déterminant de UV, F de V, il y a des conditions. Hein. Dans la base B, parmi elles, on a les retournements d'axe D qui sont rien d'autre que des rotations d'axe D et d'angle pi. Les isométries négatives, ben, on a moins l'identité
les réflexions qui ont des matrices symétriques dans les bases orthonormées et les isométries négatives qui ne sont pas des réflexions quand la matrice n'est pas symétrique. Et alors, on a l'ensemble des x vérifiant f de x égale moins x, c'est une droite, hein, et f est moins l'identité sur cette droite et une rotation plane d'angle θ sur le plan qui est l'orthogonale de D orienté par D. θ est donné par la trace et toujours par ce même calcul. Et f est le produit commutatif d'une réflexion et une réflexion de plan P et de la rotation d'axe D et d'angle θ. Exemple 1, ici, avec un endomorphisme de matrice comme ça, on vérifie aisément que transposé de m fois m est égal à I3, donc c'est une isométrie. Son déterminant est égal à 1, donc elle est positive, différente de l'identité, donc c'est une rotation. On cherche son axe, on a ce système et on trouve que c'est la droite engendrée par ce vecteur-là. La trace, c'est 2 fois plus 2 plus 2, ça fait 6 sur 3, 2, et elle est égale à 1 plus 2 cosinus θ, donc cosinus θ égale à demi, donc l'angle vaut pi sur 3 ou moins pi sur 3. Donc là, on va prendre un vecteur normé de cette direction-là, c'est-à-dire on prend celui-là. P, c'est l'orthogonale de D, orienté par D. On prend U égale donc lambda E1, V qui n'appartient pas à D. Et on a cette base orthonormée directe, donc on s'en fiche d'ailleurs complètement, parce qu'on prend ce vecteur U et bien la forme lambda E1, hein, il n'y a pas de problème. Donc on prend V, bah, lui il n'appartient pas à D, et puis si je prends le déterminant UV, BV dans la base B, en fait moi je suis resté dans la base de départ bien sûr, hein, et bien c'est égal à ça, ça fait 3 du signe de sinus θ, donc si θ va être égal à pi sur 3, et f c'est en fait la rotation d'axe D, et d'angle pi sur 3. Exemple 2, dans un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, un endomorphisme ayant cette matrice, on remarque qu'il est symétrique. Quand on calcule transposé fois la matrice, on trouve bien l'identité, donc c'est une isométrie. Et je vous laisse vérifier que le déterminant, si on développe par exemple par rapport à la première colonne, on trouve qu'il fait moins 1, donc c'est une isométrie négative. Mais en plus elle est symétrique, et donc c'est une réflexion. Le plan P est déterminé par f de u égale u, donc ça nous fait, je vous laisse écrire que 1/4 de ça fois x, y, z est égal à x, y, z, et on trouve ça, et ça nous fait ce plan-là, donc symétrie orthogonale par rapport à ce plan, c'est-à-dire réflexion par rapport à ce plan. Exemple 3, toujours dans un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, une endomorphisme ayant cette matrice, je vous laisse vérifier que c'est bien une isométrie, que le déterminant, toujours en développant par rapport à la première colonne, est égal à moins 1, donc c'est une isométrie négative, mais là, elle n'est pas symétrique, d'accord? Donc c'est pas une réflexion, donc ça va être la composée commutative d'une réflexion par rapport à un plan P et d'une rotation par rapport à une droite qui est l'orthogonale du plan P. Alors on cherche la droite en fait. Donc la droite, elle vérifie f de x est égal à moins x, f de u égale moins u. Donc c'est kr de f plus identité, c'est-à-dire e de moins 1. Donc je vous laisse vérifier que quand on écrit que ça, enfin 1/9 de ça fois x, y, z égale moins x moins y moins z, ben ça nous fait ça, d'où on trouve facilement ça, et d'où on trouve que la droite est dirigée par ce vecteur-là. Bon, alors on peut prendre dans ce sens-là. La norme de ce vecteur-là, c'est 9 et 1, 10 et 4, 14. On prend 1 sur racine de 14 fois ce truc-là. Et puis ensuite, alors on sait que la trace de f, la trace de s, c'est moins 4 plus 4, 0 plus 1, 1/9. Et ça va faire moins 1 plus 2 cosinus θ. Et donc, ça veut dire que 2 cosinus θ va être égal à 10/9. Et donc, cosinus θ va être égal à 5/9. Il nous faut sinus θ maintenant. Alors,
Le plan P, ben, c'est l'orthogonale de D. Il est orienté par ce vecteur E1. On prend U de coordonnées moins 3, 1, 2, qui est bien dans le sens du vecteur E1. On prend un vecteur qui n'est pas sur la droite, par exemple celui-là. F de V, ben celui-là est facile. F de V, c'est moins 4. Alors là, je me suis trompé. Hein. C'est moins 4 neuvièmes. Il y a des neuvièmes hein, partout. Mais ça ne va rien changer au problème parce que en fait, il va y avoir juste un neuvième devant le déterminant. Et donc ça va nous faire 10 neuvièmes. Mais de toute façon, c'est le signe nous qu'on voulait. Et donc on sait que ça nous donne le signe de sinus θ. Et comme c'est positif, sinus θ va être positif. Je vérifie quand même que mon déterminant, j'ai bien calculé. Hein. C'est 1, c'est 4 moins 14. Hein. C'est moins 10. Et puis là, j'ai le 1 neuvième. Donc, j'ai le 1 neuvième, sauf que c'est moins 1 qu'il fallait prendre, d'accord? Donc, moins 1 neuvième de ça. Donc, c'est bien sinus θ positif. Donc, sinus θ est positif. Et donc, mon angle θ, ben, je vais prendre l'arc-cosinus de 5 neuvièmes. Voilà. Et je sais que F, ça va être sigma P rond la rotation d'axe D d'angle θ. Hein, je le redis que P est orienté par l'axe D, justement, et que c'est égal, c'est commutatif, donc c'est aussi égal à ça. E est un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, toujours. R une rotation d'axe delta et P un plan contenant delta. Alors sur mon dessin, delta il est là et mon plan c'est celui-là, c'est le tableau. Alors il existe un unique plan Q contenant D tel que la rotation R soit égale à sigma Q rond sigma P. Alors ici mon plan Q ce serait delta D'. Bon, je vais voir ça tout de suite. Unicité. Bah, si on a sigma Q, si on a ça, alors en composant par sigma P à droite, on a sigma Q égale R en sigma P. Donc Q est défini de façon unique, parce que si on a R égale sigma Q' en sigma P, alors on aura sigma Q' égale ça, donc égale sigma Q, et donc Q' égale Q. Existence. Alors je pose P', le plan orthogonal, l'orthogonale de delta, d'accord, donc orienté par delta. Alors delta est inclus dans P, et delta n'est pas inclus dans P', donc P n'est pas égal à P'. Et donc P inter P' est une droite D. D'accord? Voilà. La restriction de R à P', c'est la rotation Rθ. Parce qu'au départ, j'ai pris une rotation R d'axe delta. Ça, j'aurais pu le mettre, je ne sais plus si je l'ai mis, d'axe delta. Et j'appelle delta d'axe delta, et j'appelle θ son angle. Et D est inclus dans P'. On sait que dans P', il existe une unique droite D', telle que Rθ est égal à sigma D' rond sigma T. On l'a démontré. Soit E1, E2, E', des vecteurs unitaires sur delta, D et D'. Q, le plan Q, ça va être le plan E1, E', c'est-à-dire le plan déterminé par la droite delta et la droite D'. Je complète pour avoir E1, E2, E3 orthonormés directs. E1, E2, E3 est donc une base orthonormée directe du plan P' orienté par delta, et je pourrais même dire orienté par E1 sur delta. Sigma P envoie E1 en E1 et E2 en E2. Pourquoi? Parce que E1 et E2 appartiennent au plan P. E3 va être envoyé en moins E3, puisque E3 est orthogonal à P. Donc sigma P, c'est l'identité sur delta. Ça se décompose en l'identité sur delta, et puis sigma T sur l'orthogonale de delta, c'est-à-dire le plan P'. On complète maintenant E1, E' pour avoir une base orthonormée directe E1, E', E seconde de E. E', E seconde, c'est encore une base orthonormée directe de P'. Et là, on fait la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'on prend sigma Q, il envoie E1 en E1 et E' en E'. Pourquoi? Parce que E1 et E' appartiennent à Q.
et E seconde en moins E seconde, parce que E seconde est orthogonal à Q. Donc, sigma Q est là aussi ID sur delta, somme directe avec... c'est l'identité sur delta, et c'est sigma D' sur l'orthogonale de delta, c'est-à-dire le plan P'. Donc maintenant, je vais pouvoir les composer, ces deux-là, et je vais pouvoir dire que c'est ça. Et donc, c'est l'identité sur delta, et c'est la composée sigma D' rond sigma D sur le plan P'. Et ça, c'est quoi? C'est Rθ. Donc, c'est ça, c'est l'application qui est identique sur delta et Rθ sur le plan P'. C'est la rotation R, d'où le résultat. Si E est un espace vectoriel euclidien orienté de dimension 3, toute isométrie de E est la composée d'O plus 3 réflexions. Alors en fait, on savait déjà que O moins 2 engendre O de E. On ne savait pas combien il fallait de réflexions. Alors soit F est une isométrie, si F égale l'identité, alors F est égal à sigma P rond sigma P pour un plan quelconque P. Si F est une rotation différente d'identité, on vient de voir qu'on avait composé de deux réflexions. Et si F est une réflexion, il n'y a rien à dire, hein, c'est une réflexion. Et puis sinon, F va être égal à quoi? Eh bien, F va être égal à un sigma P rond une rotation. Et cette rotation, c'est elle-même la composée de deux réflexions. Donc, on va avoir la composée de trois réflexions. Et c'est terminé.